passons à la dernière intervention, mais pas des moindres. J'ai le plaisir d'accueillir Nicole Schubert-Ragy, fondatrice de la Nove Galerie, et Renaud De Francesco, designer. Ensemble, ils vont questionner le design comme agent de changement. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'était il y a plus de 10 ans, grâce à une rencontre avec Christophe Marchand, grand designer suisse et prof à l'école à ce moment-là, que je crée une fenêtre d'opportunité pour des jeunes diplômés d'écoles de design suisse. L'idée était de devenir une plateforme de lancement pour leur nouvelle carrière en phase post-diplôme. C'est là, à droite. J'avais l'espace, une petite arcade qui se trouve dans le Vieux-Carouge, une cinquantaine de mètres carrés, un très bel écran pour exposer de design d'édition grâce à des appels à projets. Mais très très vite, je réalise que cette arcade, aussi jolie qu'elle ne soit, ne suffisait pas pour faire rayonner le design au-delà de nos frontières. Une présence à Milan lors du salon s'impose, incontestablement la plus grande foire qui regroupe tous les grands acteurs du design en avril chaque année. La presse, les éditeurs, les designers de tous les pays se donnent rendez-vous à ce moment-là. L'idée est de se faire connaître, de découvrir, de dévoiler les dernières tendances et réalisations. Notre parcours à Milan commence chez Rossana Orlandi, grande référence, madone du design, comme ça on l'appelle, notamment connue pour avoir découvert Forma Fantasma et Nacho Carbonell, parmi tant d'autres. Et même au sous-sol, dans sa cave, on est assuré d'une grande visibilité. On passe quelques années chez elle, donc les photos à gauche, à droite, avant de déménager pour Alcova, destination pour le design expérimental. Finalement, les 2 dernières années, je suis invitée à participer à la présence suisse à Milan, pendant la foire. Un magnifique lieu, comme vous voyez, en plein quartier de Brera, et qui regroupe les écoles comme l'ECAL, la Aide, le Terra, les institutions comme le MUDAC et la Fondation Pro Helvetia, et quelques grands éditeurs suisses de mobilier. Notre parcours n'aurait pas été possible sans les fondations de soutien, comme Pro Helvetia et la Fondation IKEA Suisse. Je tiens à mentionner qu'en Suisse, on a une grande chance, un grand privilège dans le domaine du design, d'avoir un écosystème qui alimente et soutient les petites structures comme la mienne, ainsi que celle d'un jeune designer. Voilà pour la petite histoire de la galerie. Il y a quelques années, un constat s'impose avec les enjeux et défis auxquels on fait face aujourd'hui. On peut se demander comment une galerie ou un jeune designer peut aborder la notion de durabilité. Même s'il y a plusieurs façons de répondre à cette question, une évidence s'impose pour moi. C'est la matérialité. On vit dans un monde physique à 90%. On produit, on consomme, on utilise des objets, des produits et des matériaux. Et si l'on doit réfléchir à l'impact le plus important éco-responsable et biodégradable, le papier existe depuis des millénaires. Suite à multiples évolutions, aujourd'hui, c'est un matériau qui est couramment utilisé pour l'impression et l'emballage. Pourtant, les propriétés du papier le rendent adaptable pour de nombreuses autres utilisations. Le papier est poreux, flexible, pliable, froissable, parmi tant d'autres applications. L'appel l'appel à projet de ce titre-là, ce sujet-là, se transforme en une expo qui est intitulée Paper Trail
et qui démontre l'usage de ce matériau d'une manière alternative. Le projet Fold du Yuri Rommel est un bol en papier qui est traité avec de la laque urushi. C'est grâce à de nombreuses couches de laque que ce bol prend forme. Il est à la fois solide, imperméable, extrêmement léger, mais avec la résistance d'un contreplaqué de la même épaisseur. Le projet Poppins de Léa de Bernardi est une lampe de table moulée à la main dans un matériau à base de papier recyclé et inspiré d'un mélange mis au point au XIXe siècle par les décorateurs pour fabriquer des ornements et des moulages en série. Ce matériau est principalement composé de papier recyclé, de la craie du sol de Champagne et de l'huile de lin. Une fois sec, il devient léger, résistant et prend l'aspect de la pierre. Towards a Weak Architecture, un paravent de Gabriel Hafner. Le projet a commencé par une réflexion sur le mélange de la cire d'abeille et du papier. En pliant simplement du papier et en scellant avec la cire, on crée une brique qui est composée principalement d'air, d'un peu de papier et de la cire. Les briques sont étanches à l'air et se révèlent être un bon isolant visuel. Ce qui signifie qu'à l'exception des structures de maintien, les murs ont de véritables propriétés murales. Avec très peu de matériel, on peut désormais construire des structures séparatrices, des scénographies et, dans une certaine mesure, des objets. L'intérêt de cet objet réside à la fois dans sa symbolique et dans son application au monde réel. Voilà. Dernier appel à projet, en 2024, Out of the Woodworks, avait pour but de démontrer une nouvelle appréciation du bois dans notre univers matériel. Le bois a un impact environnemental faible en raison de sa capacité de renouvellement quand la gestion forestière est responsable. Le bois se révèle aussi comme un matériau high-tech, surtout lorsqu'on intègre des outils numériques pour la réalisation. Les projets de cet appel auront une particularité. Le point de départ doit être un objet en bois existant. Donc, plutôt que d'utiliser du bois neuf comme matériau de base, il s'agit donc de récupérer du bois qui a déjà servi pour lui donner une nouvelle vie. Quelques images de ces projets de transformation. Dans le secteur de la construction, le coffrage en bois est une technique utilisée pour mouler le béton à l'aide de planches et de poutres en bois. Ce processus, on le sait déjà, génère beaucoup de déchets de bois. Alors on peut imaginer qu'en passant de l'échelle architecturale à l'échelle du produit, ces lattes de bois peuvent être traitées comme une matière première précieuse. La réutilisation de ces lattes de pin et de ces poutres en chêne pourrait réduire la consommation de bois vierge dans l'industrie du meuble et revaloriser les matériaux préutilisés. Ici, il y a le projet Formwork de Ginny Moignet. Ces matériaux, l'esthétique singulière réside dans l'utilisation du pin comme élément structurel et vertical, et le chêne pour son esthétique et sa durabilité en horizontale. Ces matériaux recyclés sont traités à l'aide d'outils haute technologie comme les machines CNC et combinés à des travaux manuels traditionnels comme le ponçage. Cette collection remet en question la consommation excessive et le gaspillage du bois local et offre une solution circulaire, alternative pour la production de meubles. Toujours dans la construction, les poutres de construction généralement destinées à être brûlées libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Toutefois, la transformation de ces poutres en meubles fonctionnels permet au matériau de conserver son CO2 pendant des années. La surface pyrolysée protège le bois de la dégradation tout en exposant le carbone inhérent, valorisant le matériau. Ça, c'est un projet de Scheidegger Pauli. J'ai vu que vous avez un projet 2 ici aussi. Symbolisant l'intention de lier le dioxyde de carbone. Les objets sont liés et sécurisés par des courroies en acier inoxydable sur lesquelles est inscrite la teneur exacte en CO2 de chaque objet. Dans le cas de ça, c'était 20 kg et l'autre pièce, c'était 40 kg. Je laisse la parole à Renaud de Francesco pour prendre la suite et nous parler de son projet dans le cadre de cette expo, ainsi que nous donner un aperçu
de son travail. Merci beaucoup, Nicole. Je vais commencer ma petite présentation pour remercier Nicole parce que c'est super important d'avoir des personnes comme elle dans la région pour promouvoir le design, parce que c'est vrai que c'est difficile en tant que jeune designer de pouvoir montrer son travail, comme toute l'équipe de iFlow aussi. Je trouve que c'est super de vous avoir ici, promouvoir localement mais aussi à l'étranger. C'est vrai de pouvoir exposer à Milan, c'est pas donné à tout le monde, et d'avoir des personnes qui mettent autant d'énergie là-dedans, c'est vraiment précieux et on apprécie ça énormément. Avec mon bureau, c'est vrai qu'on est très intéressé par la recherche, surtout la recherche de la matière. Et d'avoir des appels à projets comme celui-ci, c'est super, c'est vraiment une belle opportunité. Le bois, c'est une matière aussi qui est fantastique parce qu'elle est vivante, elle est partout, elle peut être recyclée. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et avec le bureau, on travaille beaucoup, avec beaucoup d'entreprises locales, des menuiseries, des ébénisteries, des scieries. Et il y a toujours un peu ce mystère de où va la sciure. Il y a des amas de sciure qui partent tous les jours. Et on s'est dit, il y a un petit peu ce côté mystique parce que finalement, on fait des belles planches, mais énormément de sciure part et finalement, c'est pas vraiment ce qu'il en passe. Comme il y a eu cet appel à projet, on s'est dit, on va passer un petit peu de temps là-dessus et on allait au cœur même de où la sciure est produite en Suisse romande. On allait dans une des plus grosses scieries de Suisse qui s'appelle Zand. Et ils produisent plus de 150 000 mètres cubes de sciure par an, donc c'est énormément, c'est des montagnes comme ça qui sont continues. Voilà, c'est vraiment des énormes tas qui font plus de 10 mètres. Et ce qui est super intéressant, c'est depuis plusieurs années, ils ont construit une entreprise en partenariat avec la Romande Énergie juste à côté, qui s'appelle Enerbois. Donc ils ont fait un pipeline qui va jusque là-bas, et ils utilisent en fait toute la sciure produite et aussi l'écorce pour, comme combustible en direct avec une chaudière qui va en fait chauffer tous les villages avoisinants et pour créer aussi du pellet de chauffage qu'on utilise de plus en plus avec aussi l'augmentation du coût de l'énergie, on le voit de plus en plus. Et ces pellets de chauffage, ça nous a intéressés parce qu'on s'est dit comment cette sciure qui est très fine comme ça, qui est juste des grands tas, peut d'un coup avoir une forme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant de l'amidon de patate, on peut la solidifier. En fait, l'amidon est un liant naturel qui permet d'avoir quelque chose de plus solide. L'autre point super intéressant, c'est en fonction des sources qu'on a eu à Zand, plus de 40% quand on fait une planche de bois, en fait, finit en sciure avec l'écorce. Et en Suisse, il y a plus de 28% des patates qui sont produites pour l'agroalimentaire qui ne vont pas finir au supermarché parce qu'elles ne sont pas jolies ou elles ne vont pas être assez calibrées comme on a envie. C'est un gros souci. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas utiliser ces deux déchets pour directement développer un produit. Donc l'idée est assez simple, c'est comment c'est la finalité, que ce sera pour le chauffage, comment on pourra avoir un objet avec une fonction transitoire, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser jusqu'à qu'il va se dégrader, comme tout type d'objet qui va être utilisé constamment. Et on peut même, quand il y a des parties qui vont s'abîmer, on pourrait les utiliser directement dans quelque chose de plus cyclique qui permettrait de l'utiliser comme combustible à la fin. Donc quand on fait de la recherche, ça passe par pas mal de tests. On a fait une 30aine de tests pour trouver la bonne recette. Donc voilà, c'était un petit peu de la cuisine, mais on s'est bien amusé à pouvoir développer tout ça jusqu'à avoir quelque chose qui a une solidité suffisante pour pouvoir s'asseoir dessus. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit qui a 9 pieds, qui a une petite symbolique d'architecture aussi un peu mystique comme ça, comme un temple grec. Et chaque pied pourrait être utilisé comme gros pellet pour utiliser comme le chauffage. Donc voilà, si d'un coup il y avait une panne d'électricité, qu'il faut se chauffer. Donc derrière ces projets, maintenant j'ai un studio à Lausanne, on est 4 créatifs dedans, on a plus de 30 projets, puis on aime bien promouvoir les projets locaux. Donc on est toujours, le design est toujours en phase éducative, on va dire en Suisse, ça prend du temps, contrairement aux États-Unis ou aux pays scandinaves où il y a vraiment cette éducation du design, où les gens aussi investissent beaucoup plus dedans. Ça prend du temps, mais ça nous intéresse parce qu'on voit vraiment les bénéfices de pouvoir utiliser le design dans le développement de produits ou de services. Les 3 gros points, en fait, ce qui nous intéresse avec le studio, c'est que on a les mêmes valeurs, mais aussi les pistes qui nous intéressent toujours.
c'est de challenger la matière en tant que telle, mais aussi les savoir-faire de production, que ce soit artisanal ou industriel. Il y a tellement à faire et c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Il y a tout l'aspect de l'humain. Il ne faut pas oublier que voilà, quand on voit un objet, finalement, c'est que des collaborations. On ne peut rien faire seul. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire ces connexions entre les humains, que ce soit l'utilisateur, mais aussi dans la fabrication, avec les artisans, avec les scientifiques, avec tout ce qui va autour. C'est toujours une aventure humaine, ça, il ne faut pas l'oublier. Et après, c'est de donner une signification à ce qu'on fait. Donc, on ne fait pas un produit pour faire un produit, mais il faut qu'il y ait une signification, que ce soit l'écologie maintenant, le médical, enfin vraiment des thématiques qui sont là pour améliorer la société. Je pense que je rejoins ce que Nicolas Anchaud, enfin, c'est important d'essayer de progresser. Et aussi, ce qui nous intéresse dans le design de produits, c'est cet éventail de catégories, on va dire, qui réunit en fait le design de produits, que ce soit industriel, les objets de tous les jours, et ce qui est plus artistique et expérimental, ce qui va dans cette catégorie, je veux dire. Et tout ça, finalement, est aussi impacté par toute la recherche qu'on fait. C'est beaucoup de recherche. Toujours le produit final est la pointe de l'iceberg de toutes ces recherches qu'on passe en amont pour que on puisse avoir l'objet qui fasse le plus de sens. Donc, je vais présenter 3 projets dans les 3 premières catégories. La première, c'est un nouveau produit médical qui va sortir là, tout bientôt, qui a été inventé par un des responsables pédiatrie aux HUG ici à Genève, qui voulait créer un stéthoscope intelligent qui permet en fait de pouvoir aider les hôpitaux à aiguiller en amont directement si on a vraiment quelque chose de pulmonaire, donc désengranger aussi tout cet afflux de personnes si on sait finalement s'il y a vraiment un risque ou pas, et qu'on puisse aussi analyser directement en pharmacie ou par soi-même. Donc ce que j'ai appris durant mon master, puis aussi avec Nicolas Novak, j'ai eu comme prof à faire aussi plein de tests utilisateurs et d'aller questionner les personnes. Donc déjà, en tant que designer, ce qu'on aime bien, c'est bien démonter les objets puis de comprendre vraiment le fonctionnement. Après, c'est aussi l'électronique qu'il y avait dedans et comment, en fait, de quelque chose purement mécanique, on puisse avoir quelque chose qui lie aussi avec la technologie. Et ce qui aussi qui était très intéressant comme projet, c'est que le stéthoscope, c'est quand même un emblème du docteur. Et finalement, comment on pourra le rendre aussi pour qu'il suive aussi ce côté intéressant. Donc, on a fait plus d'une vingtaine de prototypes qu'on a challengés et questionnés avec plus de 40 personnes au système de santé, que ce soit les pharmaciens, pharmaciennes, infirmiers, infirmières, médecins, comprendre l'ergonomie de la pièce et d'avoir quelque chose qui puisse suivre tout style de main. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on pouvait avoir quelque chose de plus petit. La technologie permettait d'avoir quelque chose de plus petit qu'on avait besoin, mais avec les tests, on pouvait avoir quelque chose qui, finalement, on voulait avoir quelque chose d'un peu plus gros pour aussi qu'on ne puisse pas le perdre, vu que maintenant, il n'était pas accroché directement aux oreilles et autour du cou. Donc voilà, ça c'est le produit final maintenant qui va être qui est en phase de certification, mais qu'on peut utiliser par soi-même ou utiliser directement avec quand on fait une prise, un examen. La technologie faite qui est dedans, c'est que ça permet le diagnostic par un oxymètre qui est sur le dessus, un thermomètre et puis aussi une prise acoustique comme la base en fait du stéthoscope qui permet un pré-diagnostic directement sur l'application. Un autre projet aussi qui me tient à cœur, c'est vrai que maintenant on dit est-ce qu'on peut encore produire en Suisse parce que les prix sont quand même plus chers. Comment on peut être un petit peu ingénieux pour dire finalement on peut aussi soutenir le savoir-faire local qui permet d'avoir aussi une production plus proche. J'ai été approché par une marque de luminaires genevoise qui s'appelle Cove, qui voulait en fait développer un nouveau type de luminaire parce qu'ils ont une technologie LED qui était super intéressante au niveau durabilité et efficacité. Et c'est vrai que moi j'ai une forme aussi, et puis une fonction qui m'intéressait beaucoup, c'était ces radiateurs pour les lumières LED.
Donc en fait, les LED chauffent aussi. C'est pas, voilà, on dit beaucoup, les LED, en fait, c'est beaucoup plus froid. Non, si elles sont puissantes, elles vont aussi chauffer. Donc elles ont besoin de ces radiateurs qui sont des diffuseurs en aluminium qui permettent de diffuser la lumière. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir développer en fait ça comme fonction formelle, mais aussi qui ait cette utilité de refroidissement. Et en plus, on a une industrie aussi d'aluminium en Suisse. Il y a plusieurs entreprises en Suisse allemande qui font des profilés en aluminium recyclé. Et ça m'intéressait en fait de pouvoir pousser ce développement pour créer une lampe avec ce système de radiateur intégré. En plus, l'aluminium, on peut avoir un traitement de surface qui s'appelle l'anodisation ou l'éloxage, qui permet en fait d'avoir des particules d'aluminium qui vont venir par électrolyse directement sur l'aluminium. Voilà. Et c'est par exemple comme sur vos MacBooks, ça va donner de la solidité, plus on peut avoir aussi une couleur, et ça permet aussi d'être 100% recyclable. Donc toute l'idée de la lampe, c'est qu'on puisse la démonter facilement, que toutes les parties soient recyclables, et puis que ce soit fait aussi pas loin d'ici. Donc voilà, une extrusion, ce qu'il faut imaginer, c'est comme on fait des spaghettis, c'est qu'on met de la pâte d'un côté, il y a un embout, et en appuyant, ça va faire directement un tube de la forme qu'on veut. Donc c'est tous des extrusions comme ça va sortir plus de 30 mètres, puis après on peut les couper en fonction de la taille choisie. Dernier projet qui est plus côté artistique et expérimental, c'est aussi pour dire que toutes ces catégories se nourrissent entre elles, que ce soit des choses des fois très industrielles, peut nourrir quelque chose qui sera plus expérimental, plus vers la pièce unique ou la petite série. Là, c'était après mon projet de diplôme à l'ECALC, c'était sur les ampoules LED. On avait fait un système de double paroi pour pouvoir diffuser la lumière différemment. Quand j'avais été allé voir des artisans dans le verre, je me suis dit ça pourrait être vraiment très intéressant de pouvoir utiliser ce système de double paroi pour un autre objet qui est assez mystique à mes yeux, c'est les sabliers, qui sont toujours en fait symétriques, qui donnent toujours le même temps des deux côtés. Je me suis dit en fait pourquoi pas on pourrait diluer ce temps qui est en fait dans le récipient de base avec un système de double paroi qui permettrait en fait d'avoir un plus grand récipient en bas, et qu'on pourrait jouer en fait avec ce temps qui se dilue. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait parce que maintenant on a de plus en plus, avec beaucoup d'objets autour de nous, on ne prend plus le temps d'apprécier les objets qu'on a. Donc prendre le temps, c'est je pense une richesse maintenant, il faut pouvoir aussi se le permettre. Et ce genre d'objet nous rappelle au côté méditatif ou ce système de son aussi, des billes qui coule comme ça le long des parois, il y a ce côté, on prend le temps et on apprécie. Et l'objet nous donne une fonction pour vous remercier, qui devient en fait vase ou coupelle directement de l'autre côté. Donc en fait, avec le système comme ça, on pourra même mettre de l'eau dans ce côté. C'était un gros challenge au niveau de la production. Donc ça a été fait aussi en Suisse avec des verriers qui font normalement des horloges astronomiques. Et là, pour arriver à cette précision, c'était vraiment très challenging. Mais on y est arrivé. Et c'est vrai qu'on a toute cette famille des maîtres du temps, dont une partie est au MUDAC, exposée en ce moment, et aussi qui font partie de la collection. Et ça fait plaisir de pouvoir aussi avoir ces pièces à l'opposé du côté industriel, mais qui ont aussi leur sens au niveau poétique et au niveau du discours. Voilà, merci.